des résultats énoncés après les interpellations et qui les exécute, qui doivent mettre en pratique ces résolutions-là et à quel niveau du pouvoir. Vous n'oubliez tout de même pas qu'après les interpellations les plus récentes, il y a eu remaniement au niveau du gouvernement et des autres. Monsieur, est-ce que c'est ce que la population avait demandé? Là, c'est en fait, nous sommes au niveau, enfin, le remaniement s'est fait de telle sorte que nous sommes au niveau d'un jet de damier où vous avez les pions. On déplace ça et on essaie un peu de garder d'autres pions pour ne pas... Non, mais de toute façon, enfin, moi, je ne peux pas les blâmer parce que nous sommes dans un régime de transition. Donc, on n'a pas demandé à ce régime de transition de pouvoir créer l'état des droits, de pouvoir développer. Bon, ils ont un certain nombre de missions à accomplir. C'est-à-dire, un, intégrer l'armée, deux, d'abord, terminer la guerre. Ça, c'est effectif. D'après, si nous prenons les éléments qui se trouvent dans la constitution de transition, donc mettre fin à la guerre, intégrer l'armée, ils sont en train de le faire, bien que ça avec beaucoup de retard et avec beaucoup de bruit peut-être de l'opposition, et ensuite réaliser des élections transparentes, honnêtes et libres. Je crois qu'ils vont le réussir d'ici peu, etc., etc. Donc, ce pouvoir de transition n'a pas pour mission, je ne vois pas d'ailleurs celui qui peut avoir ce courage de créer l'état des droits et dans quelles conditions. Est-ce qu'ils en ont vraiment d'abord le courage, la volonté politique et aussi la volonté d'idées pour pouvoir réaliser cet état des droits, pour pouvoir déclencher la gestion, ou du moins le développement économique de ces pays. Non. Donc, on ne peut pas dire, je disais tout à l'heure que quand nous faisons des analyses, on ne jette pas des fleurs en sciences politiques, nous ne jetons pas des fleurs aux dirigeants. Tout acte qu'un dirigeant politique pose en sciences politiques, pour nous, c'est un phénomène intéressant d'étude. Et voire même le nom d'un dirigeant est lié à cette action-là sans pourtant voir sa vie privée. Donc, ce n'est pas un problème de fleurs, mais nous voyons, bien sûr, il y a eu des interpellations, bien sûr, il y a eu ces députés-là nommés ou élus de cette façon-là, dans un système dictatorial. Ils ont fait peut-être leur devoir, mais quels ont été les résultats de cela? Le résultat de cela, c'est ce que nous vivons. Regardez même ces studios de RTNC, monsieur le directeur. Est-ce que le Congo-Kinshasa, vraiment, avec ce que nous avons comme moyen, devrait avoir un tel studio, devrait manquer même de caméras? Ce n'est pas possible. Allez voir des petits pays qui sont organisés quand vous entrez dans un studio de télévision, mais c'est à l'image de la richesse de notre pays. Mais non, regardez-vous. Regardez. Non, enfin, on ne peut pas foncer un peu là-dessus, mais je crois que jusque-là, le Congo-Kinshasa se recherche et son élite dirigeante, en tout cas, doit vraiment prendre conscience qu'on ne peut pas laisser un beau pays comme ça, que la nature nous a donné, que nos ancêtres nous ont légué à cet état-là, tout en privilège. Pourquoi c'est là? Parce qu'ils privilégient l'esprit de cupidité. Vous savez que l'argent qu'on utilise, c'est l'argent qu'on crée. Nos dirigeants doivent en tout cas faire en sorte que doivent casser leur tête pour créer des idées qui doivent permettre de créer la richesse de ces pays et une richesse qui doit être profitable à tout le monde. Et quand je dis à tout le monde, c'est-à-dire qu'aux villageois dont nous parlons tout à l'heure, parce que nous sommes en train de commenter notre exposé, mais aussi aux dirigeants eux-mêmes, ce n'est pas le fait, ce n'est pas pour prendre, dérober des grandes sommes tout en oubliant que cette somme ou ces sommes sont destinées à satisfaire la population, mais par le salaire motivant, parce que nous allons créer la richesse, et cette richesse est bien créée, cela signifie qu'il y a possibilité que les Congolais puissent avoir vraiment des salaires motivants, motivants dans le sens que des salaires qui vont répondre réellement aux besoins économiques avec un pouvoir d'achat qui battra en tout cas toutes les concurrences possibles. Donc il y a possibilité que le Congo-Kinshasa crée la richesse et donne des salaires qu'il faut à chaque Congolais, quels que soient les niveaux, même à partir de notre balayeur de studio jusqu'au président de la République, sans pour autant demain dire écoutez,
le Congo ou la classe sociale congolaise n'est pas contente parce que les salaires ne sont pas payés. Non, nous avons la possibilité de les faire. Je dis très bien. Nous avons des richesses que nous sommes obligés de valoriser. La valorisation des richesses ne vient pas que, voilà, oui, nous faisons appel à des investisseurs. Mais c'est dans le cadre du Congo-Kinshasa comme ça où il n'y a pas d'état de droit. Mais quand les investisseurs viennent, souvent ce sont des investisseurs qui viennent uniquement pour faire des richesses, pour se faire de l'argent à court et surtout à court terme. Puisque les richesses ou bien ces investissements ne sont pas du tout garantis à long terme. Donc, les vrais investisseurs viendront au niveau où nous aurons réellement l'état des droits. Parce qu'ils se sentiront d'abord, hein, les pays même sont protégés par l'état des droits, tout comme les dirigeants sont protégés, la population protégée, et eux-mêmes, les étrangers, se sentiront protégés par l'état des droits. Et leurs investissements dans le bien, le personne. Mais maintenant, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Il n'y a même pas de protection du coup. Heureusement, ceux qui sont là font un effort, effectivement, pour l'instant, pour qu'il y ait quand même une protection relative, puisque nous avançons vers l'état des droits. Donc, nous, en sciences politiques, on ne diabolise pas, on ne critique pas pour critiquer, mais nous partons des faits politiques. Parce que la politique, je le répète, n'est autre chose, hormis que ça puisse signifier une stratégie. Par exemple, la stratégie de la RTNC pour pouvoir réussir, en tout cas, sa mission. Ça peut signifier le comportement des hommes politiques au niveau de son verbe. Est-ce qu'il a accompli réellement ce qu'il a promis à la population? Ça peut signifier effectivement une action, le fait que les pouvoirs publics, à travers les ministres de l'information, viennent maintenant retaper, en tout cas, ces bâtiments, nos studios, et donnent à RTNC Katanga des éléments, en tout cas de son fonctionnement, tels que des caméras qu'il faut, tels que, en fait, tous les outils nécessaires. Donc, hormis que ça signifie une action, une stratégie, un comportement, le concept politique signifie, depuis l'Antiquité, dans l'histoire politique, je suis professeur de l'histoire politique, à partir de Socrate, Platon, Aristote, saint Thomas d'Aquin, Montesquieu, Birdo et moi-même. D'ailleurs, je l'ai écrit au niveau de mon ouvrage, du point de vue de l'Afrique, à travers le professeur Niema, et j'en passe. Les mots politiques signifient organisation de la société pour réaliser l'intérêt général. Je dis bien pour réaliser l'intérêt général. Mais on peut trouver aussi les concepts politiques, c'est-à-dire cette organisation-là, au niveau micro. Là, c'est au niveau macroéconomique, au niveau micro, mais au niveau même d'un foyer, au niveau d'une entreprise. C'est pour cela que je donne cours, par exemple, de théorie des organisations. Donc, une entreprise, effectivement, c'est une organisation pour réaliser un but bien déterminé, donc un profit. Professeur. Donc, pour revenir, effectivement... Professeur, oui. Alors, vous avez consacré une grande partie de votre thème sur la réflexion de l'état de proximité. Est-ce que vous pouvez nous faire l'économie de ce concept? Merci beaucoup. Donc, l'état de proximité, tout d'abord, c'est un état de droit qui, réellement, est là pour réaliser les besoins fondamentaux ressentis par la population. Et je dis bien que ces besoins fondamentaux ne peuvent être au départ recensés, présentés que par la population concernée. Et la population concernée ne peut pas présenter ses besoins d'une manière disparate. C'est pour ça que cette population doit être organisée d'abord du point de vue politique, au niveau effectivement, comme je disais ici, au niveau des conseils du village, pour recenser ces besoins-là, le présenter à la commune, et de la commune à la province, de la province, selon les schémas que j'avais présentés, pas les schémas qui existent aujourd'hui. Vous avez province, territoire, c'est un schéma un peu long, je crois aussi que c'est un schéma budgétivore, mais pour la vraie réforme de l'administration publique, ce sont des choses qu'on doit revoir effectivement. Donc je disais que village, commune, province, et puis pouvoir central. Donc la proximité effectivement consiste que l'État puisse pénétrer, puisse faire une synthèse intégrée avec la population qu'il avait créée, même d'une manière consciente. On ne sait pas que c'est elle qui avait créé l'État, parce que l'État, c'est une organisation pour réaliser le bien de tous. Donc, c'est l'organisation de chaque... c'est une institution de chaque Congolais, et pour satisfaire vraiment ses besoins. Alors, l'État doit absolument faire une synthèse intégrée avec la population à travers ces structures-là. Et voire même à travers certaines structures que j'appelle des groupements associatifs, où la population, jusqu'aujourd'hui même, la population est organisée de cette manière-là pour pouvoir présenter leurs doléances auprès de la population, ce qu'on appelle maintenant, ils sont tous réunis dans la société civile. Bon, la société civile, en fait, quand nous parlons de la société civile et que je vois
qui de temps en temps s'est transformée en société politique, qui d'ailleurs est en conflit avec la société politique en soi. Donc la société politique comprend les partis politiques. Mais aujourd'hui, on peut s'interroger si la société civile reste réellement une société civile où automatiquement d'enlever, d'élaguer ces mots-là pour entrer dans la société politique, ça veut être un parti politique et présenter effectivement, à travers cela, les doléances émanant de la population. Donc l'intégration consiste en ce cas que la structure de l'État puisse s'intégrer à la structure traditionnelle pour pouvoir, en tout cas, s'imprégner de la culture de notre peuple, pour pouvoir s'imprégner des besoins de base ressentis par notre peuple. Alors cet État-là, qui est l'État des droits, est organisé, qui doit tenir, dans l'organisation, ça doit tenir compte de notre propre culture, mais aussi des valeurs positives de l'État des droits de la démocratie occidentale. Eh bien, cet État-là, en tout cas, c'est ce que moi j'appelle l'État de proximité. Merci, merci professeur pour avoir accepté notre invitation. Je dois rappeler aux téléspectateurs qui nous suivent que j'ai reçu ce soir le professeur Dr Niemba Jacob Suga. Il est docteur en sciences politiques, master en gestion financière politique, master en planification économique, licencié en sciences politiques et administratives. Et vous avez 3 spécialisations en gestion de l'État, management public, en politique macroéconomique agricole, développement économique de l'agriculture bien sûr, gestion démocratique du pouvoir politique et bonne gouvernance. Et vous avez publié beaucoup d'ouvrages, notamment les 3 principaux que je connais. C'est la politique agricole, vivrière en Afrique, base, miracle économique en Afrique. Et puis, État de droit, démocratie fédérale au Congo-Kinshasa, source de stabilité réelle en Afrique centrale. Cet ouvrage a été publié aux éditions Harmattan de Paris. Et puis, le 3e, c'est le pouvoir politique en Afrique, pays impliqué dans le conflit de la guerre en République démocratique du Congo. Ce dernier ouvrage est aussi important, mais aujourd'hui, nous n'aurons pas le temps de l'aborder. Vous rentrez déjà en Belgique d'ici peu. Je crois qu'à votre retour, quand vous viendrez donner cours ici, nous pourrions également aborder la quintessence de cet ouvrage au regard évidemment de l'évolution politique de notre pays de ce moment-là. Bonsoir et bon voyage. Merci, monsieur le directeur. À la prochaine fois. Merci. Merci.